commencions donc cette table ronde des Annales des Mines, donc consacrée au numéro de décembre de la série Enjeux numériques, intelligences artificielles et humaines, quelles interactions. Alors, tout d'abord, merci beaucoup à toutes et tous de vous joindre à cette table ronde ce soir, à cette première table ronde virtuelle de notre revue. Quelques points sur l'organisation de cette heure et demie que nous allons passer ensemble. Donc, les conférenciers seront vus, donc les spectatrices et spectateurs peuvent nous entendre, nous voir, n'activent pas leur caméra. Par contre, ce que nous proposons, c'est que les questions soient posées sur le chat. Déjà, vous en avez quelques-unes qui nous ont été posées avant cette conférence et nous reprendrons donc ces questions à l'issue des présentations des conférenciers. Donc, quelques mots de présentation de la revue pour celles et ceux qui ignoreraient encore ce que sont les Annales des Mines, donc probablement la plus ancienne revue d'Europe continentale puisqu'elle a été fondée en 1794. Et depuis 1794, donc, notre revue s'est développée au fur et à mesure que l'économie française se développait et se diversifiait. Et aujourd'hui, nous avons 4 séries trimestrielles, donc nous publions 16 numéros par an sur des sujets d'économie, d'environnement, de gestion et de numérique. Donc, de numérique avec la dernière année de nos séries que nous avons créées au début de 2018 avec Jean-Pierre Darderolles, qui est vraiment désolé de ne pouvoir être parmi nous ce soir, mais qui nous aide énormément donc, sur cette série dont il préside le comité de rédaction. Quelques mots enfin sur notre revue et son usage du numérique. C'est une revue qui paraît sous format papier, mais dont tous les numéros et tous les articles sont publiés en ligne sur notre site annales.org dès parution du format papier. Et pour les articles d'enjeux numériques, ils sont tous traduits intégralement en anglais aussi sur notre site de manière librement téléchargeable. Tout est gratuit et téléchargeable sur notre site. Ces bonnes choses étant dites, je vais tout de suite remercier Arnaud de la Fortelle, membre du comité de rédaction d'Enjeux numériques et professeur à Mines ParisTech, d'avoir bien voulu coordonner ce numéro de décembre dernier, donc de l'avoir organisé, d'avoir approché les orateurs, d'avoir obtenu leurs accords, vraiment d'avoir fait le numéro avec nous. Donc, merci beaucoup Arnaud. Merci à Salima Benamou, Johan Amsterdamer, Laurence de Villers, Iman Bello, Élise Berlinski et Arthur Gaudron d'avoir écrit dans notre revue et de bien vouloir être avec nous ce soir pour nous parler de leurs articles. Et je laisse sans plus attendre la parole à Arnaud pour qu'il puisse présenter le numéro et sa table ronde et donner la parole aux oratrices et orateurs. Merci François pour ces gentils mots et cette introduction. Donc, Arnaud de la Fortelle, je suis professeur à l'École des Mines de Paris, Mines ParisTech, et membre du comité de rédaction d'Enjeux numériques. Alors, merci de m'avoir confié ce numéro parce que le sujet, intelligence artificielle et intelligence humaine, quelles interactions, c'est un sujet qui a pu être discuté tous ensemble et pour lequel on a demandé un certain nombre de contributions. Donc, ce n'est pas ma réflexion personnelle, mais c'est un questionnement qui se pose, évidemment. L'intelligence artificielle, alors, je vais reprendre des éléments de l'introduction et je vais développer aussi un peu avec les idées de l'article et présenter les orateurs, mais je voudrais introduire la question qui se pose. La question, c'est l'intelligence artificielle a été représentée à de multiples reprises sous différents biais, mais l'enjeu de ce numéro n'est pas de faire de la science-fiction, n'est pas de se projeter dans 500 ans avec des intelligences artificielles fortes qui régneraient sur l'univers, ou pour les partisans du transhumanisme, d'une humanité transformée à cause ou grâce aux intelligences artificielles, c'est de constater ce que c'est aujourd'hui et quelles sont les transformations que l'intelligence artificielle va engendrer sur notre monde et sur nous-mêmes. Alors,
Dans un premier temps, puisque je suis un scientifique, je voudrais quand même rappeler ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors, je vais tout de suite la réduire au réseau de neurones et en particulier au deep learning, l'apprentissage profond. Alors, le deep learning, ça fait un peu rêver parce qu'on parle d'apprentissage profond et donc on a l'impression que la machine comprend profondément les questions qu'on lui pose. La vérité, c'est que c'est beaucoup plus simple que ça. La profondeur ne fait référence qu'au nombre de couches de neurones artificiels qu'on a mises. Et pour revenir brièvement sur la technique, le machine learning, donc l'apprentissage artificiel, ça n'est que finalement une technique d'optimisation. Je voudrais revenir là-dessus. Et qu'est-ce qu'on optimise? Eh bien, on optimise fondamentalement des données qu'on a en entrée, donc ce qu'on appelle un jeu de données, avec des données qu'on a en sortie. En général, c'est des données annotées, c'est-à-dire ce qu'on voudrait que la machine fasse. Par exemple, on lui donne une image avec des pixels et on veut qu'elle nous dise il s'agit d'un chat et d'un chien, par exemple, qui jouent ensemble. Donc ça, c'est de l'analyse de scène. Et donc, on va lui passer des images avec des chats et des chiens qui jouent, et puis avec d'autres choses qui n'ont rien à voir. Et fondamentalement, le réseau, la seule chose qu'il fait, c'est de prendre une espèce de distribution de probabilité en entrée et d'optimiser la distribution de probabilité en sortie, c'est-à-dire à des images de chiens, de chats et de n'importe quoi, de voitures, de dire est-ce que c'est bien ça ou ça n'est pas ça. Et là, tout de suite, on se rend compte que cette technique qui marche remarquablement bien parce qu'elle est différenciable, ça s'appelle la backpropagation dans le jargon technique, elle est quand même, elle n'est pas magique. En fait, il n'y a aucune compréhension là-dedans, dans un premier temps. Mais ça marche très bien. Et ça marche tellement bien qu'on s'en sert pour très multiples tâches. Alors, je ne vais pas détailler toutes les tâches qu'on peut faire, mais on aura un aperçu avec les panélistes qui vont nous présenter l'impact que ça peut avoir dans le monde du travail, dans le monde du droit, dans le monde de l'industrie, et comment on s'en sert aujourd'hui et comment on va s'en servir demain, comment on se prépare à s'en servir. Et alors, comme c'est un outil qui marche bien, la question qui se pose, c'est quel est le rôle qu'on va lui donner, et d'où le titre, quelles interactions entre intelligence humaine et intelligence artificielle. Alors, un rôle très populaire de l'intelligence artificielle, c'est la confrontation. Les intelligences artificielles, éventuellement mises dans des robots, ça va être le Terminator. En fait, elles vont prendre notre place. Elles n'auront plus besoin de nous, elles vont se reproduire toutes seules et ce sera la fin du monde. Bon, soit, c'en est une. Alors, il y en a une autre, il y a un autre rôle qui est peut-être un peu moins populaire, mais qui est tout aussi présent, c'est la substitution. La substitution, c'est en fait, ça marche tellement bien qu'on n'aura plus besoin de personnes, ou en tout cas de très peu de gens pour maintenir l'intelligence artificielle, des gens pour fournir les données, mais fondamentalement, par exemple, pour accorder un crédit bancaire, il n'y a plus besoin de passer devant un conseiller. Une machine saura très bien quel est le risque d'une personne. Et donc, cette substitution, elle est assez angoissante et elle est très prégnante dans les débats de société. Alors, il y a une troisième approche qui est la collaboration, qui n'est pas du tout automatique, ce serait une approche plus pragmatique. On a quelque chose qui marche bien. On a par ailleurs des outils de production qui marchent bien aujourd'hui. Eh bien, on va s'en servir pour améliorer les choses. Et le pragmatisme, en fait, se heurte à la fois aux peurs que ça peut engendrer, et puis, ce n'est pas si évident que ça de faire collaborer des intelligences artificielles et des intelligences humaines. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est ce qui nous intéresse, de voir comment on peut envisager cette collaboration. Alors, pour montrer en fait à quel point ce n'est pas forcément intuitif, on a toujours cette vision, c'est ce que j'avais détaillé un peu dans l'article, je ne sais pas combien de personnes ont lu l'ensemble du numéro, alors je vais rappeler un petit peu, où j'évoquais ce que pouvait être également la multiplicité, la pluralité des intelligences artificielles. Comme je l'ai dit, une intelligence artificielle aujourd'hui, c'est essentiellement une machine d'inférence qui part d'un jeu de données et qui est capable de le traiter pour dire autre chose. Par exemple, de prendre un profil de client avec toutes ces données très hétérogènes et donner un rating en crédit pour cette personne, par exemple.
Mais cette intelligence-là, qui a été optimisée dans ce sens-là, ne saura pas faire des choses autres. Et donc, par exemple, de détecter des chiens ou des chats, ça risque d'être très compliqué. Et donc là, on a des limitations. Donc, on aura probablement de multiples intelligences artificielles. Et donc, se posera aussi la question de la collaboration entre intelligences artificielles, parce que, comme des oracles, mais qui seraient très précis seulement sur leur spécialité, on aura probablement besoin aussi de mécanismes, que ce soit eux-mêmes des intelligences artificielles ou d'autres mécanismes plutôt humains, et qui iront chercher toutes ces informations, qui iront demander aux personnes l'avis qu'elles ont sur les données, et de cette manière-là, aboutir à des décisions qui peuvent être compliquées à prendre. Et d'ailleurs, donc pour l'instant, je n'ai pas du tout discuté pour les machines. Alors, je ne voudrais pas aller beaucoup plus loin dans l'introduction de cette table ronde, mais donc, la question qui se pose, c'est quelles interactions, donc dans quelle direction se situe-t-on, comment va-t-on le faire, quels sont les problèmes qui sont les problèmes du jour. Et je voudrais terminer par une boutade qui n'en est qu'à moitié une, en fait, c'est qu'on dit que les intelligences artificielles sont capables de résoudre les problèmes les plus durs, donc de battre le champion du monde d'échecs, ça s'est fait depuis longtemps, battre le champion du monde de Go, d'aller traiter des milliards d'images. C'est inimaginable pour nous simplement de les regarder une par une. On n'aurait pas le temps dans notre vie de le faire. Mais les mêmes intelligences artificielles sont complètement incapables aujourd'hui d'aller faire le ménage dans votre chambre. Chose que à peu près n'importe qui est capable de faire, surtout les mamans en général. J'ai des enfants, donc les papas aussi, ça arrive. Et encore moins de les éduquer. Et donc, c'est là où on voit l'abîme qu'il y a entre l'intelligence humaine, ou les intelligences humaines, et les intelligences artificielles. C'est qu'en fait, elles nous font peur parce qu'elles font des choses qui sont hors de portée. Mais finalement, si on y songe, les ordinateurs ou les calculatrices à l'époque faisaient peur de la même manière. Les bases de données ont fait peur de la même manière, en stockant trop de données, en traitant, en faisant des multiplications qu'on n'était pas capable de faire. Et finalement, nos calculatrices ne nous ont pas remplacés. Les bases de données ne nous ont pas remplacés. L'intelligence artificielle, ça peut être un petit peu différent quand même. Et donc, c'est la question qu'on va se poser ce soir avec les interventions. Alors, nos orateurs et oratrices ce soir, je vais les prendre dans l'ordre. Donc, nous avons d'abord Salima Benhamou de France Stratégie qui va nous parler de l'intelligence artificielle, notamment dans le monde du travail. Johan Amsterdamer du groupe RATP qui va nous parler de l'intelligence artificielle dans le groupe RATP, donc dans l'industrie, comment aujourd'hui c'est utilisé. Laurence de Villers, professeure à la Sorbonne, qui va nous parler de l'intelligence artificielle en tant que plutôt interface, donc comment elle peut s'interfacer avec nous et nous aider aussi à nous interfacer avec les machines, avec d'autres aspects. Et puis, enfin, nous avons un trio de Iman Bello, avocate à la Cour, Élise Berlinski de Subdeco, Paris, et Arthur Gaudron du Centre de robotique, donc avec qui je travaille, qui vont nous parler des intelligences artificielles et du droit pénal et des problèmes que ça pose. Et donc, tout de suite, je cède la parole à Salima Benhamou de France Stratégie. Je crois que vous n'avez pas vous n'avez pas votre micro. Voilà, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Très bien, merci. Bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter des enjeux de l'IA. Merci à Arnaud de la Fortelle et à François Valérian pour avoir organisé ce webinaire autour de nos contributions qui traitent des grands enjeux que pose l'intelligence artificielle, que ce soit sur le plan du travail, sur le plan d'emploi, mais également sur le plan d'innovation ou encore sur les questions éthiques ou de souveraineté économique. Et je pense qu'on va discuter un peu de tout ça donc aujourd'hui. Pour ma part, je vais me limiter donc sur les enjeux que pose donc l'intelligence artificielle dans le domaine du travail et de l'emploi, en m'appuyant notamment sur les enseignements des travaux que j'ai pu mener sur le sujet.
Mais avant de vous présenter ces enseignements, il me semble important de revenir sur une question, si ce n'est la question principale, hein, qui anime de nombreux économistes quand il s'agit de s'interroger sur l'impact de l'IA sur le travail et l'emploi. La question, c'est de savoir si cette technologie, qui a fait des progrès considérables, hein, ces dernières années, grâce au big data, à l'augmentation des capacités de calcul et au progrès algorithmique, est-ce que l'IA est une opportunité ou au contraire une menace sur le marché du travail? Et puis c'est comme ça aussi que j'avais introduit donc, je dirais ma contribution dans cet ouvrage. La question, donc, nous, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que ces progrès trouvent de nombreux domaines d'application, dans de nombreux secteurs, que ce soit les transports, la santé, la banque, les assurances, la logistique, pour ne citer que ces exemples-là. Et dans un avenir proche, on peut raisonnablement se dire que ces progrès pourraient bien permettre à l'intelligence artificielle d'effectuer des tâches de plus en plus complexes, comme celles qui font justement appel au raisonnement et à la prise de décision, même complexes, et donc de rivaliser encore davantage avec les capacités cognitives humaines. Donc, au regard de ces progrès actuels, est-ce que l'IA est une menace ou une opportunité? Ça, c'est vraiment une question que l'on se pose encore. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il est très difficile, en tout cas, d'affirmer avec un certain degré de certitude si l'IA présentera plus demain d'opportunités ou plus de risques dans le monde du travail. Donc, le débat reste encore très ouvert. Il y a certains observateurs qui affichent un certain optimisme devant une technologie qu'ils considèrent comme porteuse de gains de productivité grâce à une meilleure optimisation des processus de production et aussi une opportunité en matière de création d'emplois et de nouveaux emplois. Il voit également l'intelligence artificielle comme une technologie qui permettrait d'en finir avec les tâches les plus routinières, les plus fastidieuses. Et d'un autre côté, on a des observateurs qui, au contraire, voient l'intelligence artificielle comme une menace avec la disparition inéluctable de pans entiers d'activités et des emplois correspondants, que ce soit des emplois peu qualifiés ou même des emplois très qualifiés. Et finalement, entre ces deux scénarios assez extrêmes, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de consensus qui se dégage réellement. Et cette situation laisse place à de nombreuses incertitudes, de peurs, voire même de fantasmes autour de cette technologie, notamment parce qu'on est dans un contexte de ralentissement de la croissance économique et d'accroissement aussi des inégalités. Aujourd'hui, si on se penche sur les études existantes, les travaux qui ont tenté d'évaluer quantitativement l'impact de l'IA sur l'emploi n'aboutissent pas à des résultats très clairs. Certains observateurs ont émis l'hypothèse d'une automatisation massive des emplois existants, hein, jusqu'à 47% des emplois, et d'autres qui ont pris plutôt comme niveau d'observation la tâche, ont évalué ce degré d'automatisation, en tout cas ce risque, entre 10 et 15%. Donc on voit bien qu'on est face à des ordres de grandeur qui sont quand même très différents. Il est important quand même de rappeler que toutes les études existantes, pratiquement toutes, portent seulement sur le potentiel de destruction des emplois, sans prendre en considération que la technologie n'est qu'un facteur de transformation et que des créations d'emplois seront permis par ces technologies. Toute la question est de savoir quels sont ces types d'emplois. Par ailleurs, on ne dispose pas aujourd'hui, c'est important de le souligner, on ne dispose pas de données d'enquête à grande échelle et en comparaison internationale qui nous permettraient d'évaluer de manière rigoureuse et de manière objectivable l'impact de l'IA, notamment l'impact du machine learning sur l'emploi et sur le travail. Et cela s'explique assez simplement en fait parce que l'IA n'est pas, on en parle beaucoup, mais ce n'est pas encore totalement une réalité dans tous les secteurs, mais ça reste une potentialité forte, mais ce n'est pas je dirais une réalité que l'on observerait aujourd'hui. Si je prends l'exemple du secteur de la santé, hein, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle dans ce secteur-là. Il y a aussi beaucoup de buzz dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, aucun système de santé dans le monde ne s'est vu totalement transformé par de l'IA et les applications réelles
dans ce secteur reste encore assez limité, même si les potentialités sont très vastes dans ce secteur. Aujourd'hui, aucun déploiement à grande échelle lié à l'IA, excepté quelques cas isolés comme le logiciel Watson ou DeepMind de Google ou encore des robots sociaux. Enfin, je pense qu'il y a un autre aspect à souligner, c'est qu'il y a aussi d'autres facteurs contextuels qui, combinés avec les progrès futurs de l'IA, influenceront le monde du travail. Il y a l'environnement juridique, le contexte économique et les jeux concurrentiels. Il y a l'environnement social aussi, que ce soit le niveau d'éducation, l'accès à la formation, les aspirations des individus ou encore l'évolution de la démographie. Et donc, ce sont tous ces secteurs qu'il faut prendre en compte si on souhaite se projeter demain et appréhender également le degré de substitution et de complémentarité entre la machine et l'humain. Donc, même s'il est difficile de savoir comment aujourd'hui le monde du travail va évoluer, on peut quand même avancer avec un certain degré de certitude que l'intelligence artificielle va transformer en profondeur notre manière de travailler, notre manière d'apprendre, notre manière aussi d'interagir avec les autres. Et ces transformations-là auront des impacts importants sur la dynamique d'apprentissage, qu'elle soit individuelle ou collective, au sein des organisations, mais cela aura également un impact sur les pratiques managériales, les conditions de travail et l'évolution des compétences. Alors, à défaut d'avoir des données encore à grande échelle, l'approche sectorielle est très utile. Nous, c'est ce que nous avons mené, par exemple, dans le cadre du rapport de France Stratégie que nous avons remis à la ministre en 2018, à la ministre du Travail, au secrétaire d'État au numérique, donc c'est un rapport IA et travail, et nous avons justement adopté cette approche sectorielle en se concentrant sur le secteur de la santé, le secteur des transports et le secteur de la banque, et on avait regardé en détail les opportunités, les risques potentiels liés à l'intelligence artificielle, mais également les modalités organisationnelles pour favoriser la complémentarité et les interactions entre l'humain et la machine. Alors, comment appréhender ces transformations dans le domaine du travail? Il me semble indispensable de partir de la réalité de l'intelligence artificielle. Donc, de prendre en compte ses potentialités, mais également ses limites, parce qu'elles sont très nombreuses. En somme, la question, c'est de savoir ce que peut faire l'IA à la place de l'humain, ce qu'elle ne peut pas faire à la place de l'humain, à tout le moins pas avant des décennies, pour ne pas dire peut-être jamais. Aujourd'hui, on sait que l'intelligence artificielle est capable d'effectuer des tâches simples, mais également des tâches très compliquées, mais pour autant que ces tâches soient basées sur des règles et sur des normes prédéterminées et hautement standardisées dans une masse de données codifiables. Il est donc difficile pour des systèmes basés sur de l'IA de dévier des normes si des événements aléatoires et non anticipés intervenaient. Il s'agit donc d'une technologie qui est quand même assez déterministe et contrôlée, et la dynamique d'apprentissage est basée sur ce système, sur ce mécanisme routinier, et qui reste limitée à un contexte qui est très spécifique et associé à une tâche qui est bien spécifique. Et ça, c'est ce que nous avons vu, par exemple, dans le secteur de la santé, quand on s'est penché sur certaines pathologies dans le domaine clinique. Alors, cette limite rend difficile pour des dispositifs à base d'IA d'identifier un lien causal entre plusieurs phénomènes et de nature différente. Donc, de résoudre également des problèmes complexes comme la gestion de comportements humains imprévisibles, comme le fait aussi d'exécuter plusieurs tâches complexes en même temps, ou d'être capable de faire preuve d'empathie ou même d'influencer les comportements humains. Et cela est vrai dans la quasi-totalité des métiers du secteur de la santé ou même du médico-social et dans de nombreux domaines d'application où pourtant les potentialités de l'IA existent, que ce soit au niveau du diagnostic ou de la proposition thérapeutique, que ce soit aussi au niveau de la prévention en matière de santé publique ou même de suivi de traitements personnalisés ou même dans le domaine de la recherche clinique ou dans le care. Il y a enfin, même si l'efficacité de l'IA est basée sur la disponibilité d'un grand nombre de données, ces résultats sont encore très peu généralisables d'une situation à une autre, ce qui constitue
une limite importante de l'intelligence artificielle. Donc en somme, ce que l'on peut dire, c'est que dans tous les secteurs où les tâches et les activités présentent une forte régularité basée sur des règles prédéfinies, ont de fortes chances d'être automatisées ou déclassées par de l'intelligence artificielle. En revanche, tous les métiers qui mobilisent des compétences qui font appel à la créativité, à la résolution de problèmes complexes, à la communication ou également au transfert de compétences au sein d'un travail d'équipe interdisciplinaire, donc prendront encore plus d'importance avec le déploiement de l'IA. Donc cela peut concerner des compétences très techniques qui intègrent un haut niveau d'expertise, mais l'IA valorisera encore plus des compétences cognitives, sociales et organisationnelles que l'on appelle soft skills. Et donc tout l'enjeu, selon moi, si on s'intéresse sur les modalités qui favoriseront cette complémentarité, c'est de savoir quel serait le mode d'organisation du travail le plus adapté pour favoriser justement le développement de ces compétences soft skills qui ne peuvent pas être pris en charge par la machine. Donc il y a un enjeu. Je vais le conclure si vous voulez bien. Donc je vais conclure par justement donc ce défi organisationnel qui me semble vraiment très important. Nous avons réalisé une étude récente avec le professeur Edouard Lorenz où on a montré que les organisations du travail les plus adaptées pour favoriser cette complémentarité sont des organisations que l'on appelle des organisations apprenantes. Leurs caractéristiques organisationnelles et managériales sont justement basées sur l'autonomie, sur la résolution de problèmes complexes, sur l'expérimentation sur le travail, sur l'expérimentation sur le lieu de travail. En revanche, des organisations du type taylorienne ou même lean management qui reposent plutôt sur une forte standardisation des processus de production et sur des règles et des normes prédéterminées ne seront pas à même à favoriser cette complémentarité. Au contraire, nous pensons que les risques de substitution seront élevés. Je vais m'arrêter là et après on pourra peut-être bien entendu. Échanger merci beaucoup. Sur ces questions. Merci beaucoup, Madame Benhamou. Alors, la règle, effectivement, c'est qu'on va faire intervenir tous les panélistes et qu'on prendra les questions après. Alors, bien entendu, les participants peuvent poser leurs questions sur le chat et encore mieux dans le chat questions et réponses. Donc, merci beaucoup. Oui, dans le chat, peut-être. Dans le chat, je crois qu'on a commencé dans la conversation. Donc, bon, on regardera, on contrôlera les deux. On contrôlera les deux. Mais il y a des questions, il y a des premières questions dans le chat dit de conversation. Très bien. Donc, on va regarder ça. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Johan Amsterdamer de la RATP qui va nous parler en fait de l'IA dans l'industrie. Johan. Bonjour à tous, merci Arnaud pour l'introduction. Juste par honnêteté intellectuelle, informé que ne suis plus actuellement à la RATP, je suis dans l'entreprise Sistra, qui est une ingénierie dédiée aux solutions de mobilité, donc je ne suis pas totalement éloigné. Et effectivement, je suis aujourd'hui là pour vous parler finalement du retour d'expérience RATP sur les questions qu'on s'est posées au sujet de l'IA et des expérimentations et des projets qu'on a pu mettre en œuvre. Donc, je vais essayer de vous parcourir les différentes problématiques qu'on a rencontrées et comment on a essayé de progressivement en fait s'approprier l'intelligence artificielle et les potentiels bénéfices qu'elles peuvent apporter. Alors, pourquoi la RATP s'est posé la question de l'intelligence artificielle? Je vais le dire dans des termes assez simples. En fait, des infrastructures de transport de masse, c'est des infrastructures qui sont lourdes, qui sont complexes, qui sont donc coûteuses et qui sont donc longues à mettre en service et à amortir. Donc finalement, l'ensemble des technologies qui sont disponibles méritent en fait d'être étudiées et d'identifier comment elles peuvent contribuer toujours et encore à améliorer la performance de l'outil de production industrielle transport et la satisfaction des clients voyageurs. Donc, on voit bien en parallèle de cette complexité de l'infrastructure de transport de masse que les besoins en termes de mobilité
Ils sont de plus en plus complexes et de moins en moins prévisibles, puisque bon, on voit qu'avec la crise Covid dans laquelle on est, on a eu beaucoup de mal à réagir sur la capacité à comprendre les besoins de mobilité et à agir sur l'appareil industriel transport avec toutes les questions d'organisation et de management que ça a pu poser. Donc on voit bien qu'il faut qu'on rentre dans une compréhension beaucoup plus fine, beaucoup plus locale, beaucoup plus temps réel finalement de cette demande de mobilité. Et juste pour rester sur cet exemple de Covid, la demande de transport jusqu'à présent, elle était évaluée en moyenne une fois par an sur une ligne donnée faite par des agents que vous avez peut-être déjà croisés, en fait, qui comptent les montées et les descentes des voyageurs. Bah, on est passé de ce besoin-là à un besoin où il fallait connaître quasiment en temps réel la charge à bord de chacun des trains et chacun des bus. Donc on voit bien que les systèmes existants permettent pas de répondre à ce besoin-là et que les atouts technologiques qui peuvent être apportés par intelligence artificielle et la data au sens large du terme peuvent en être des réponses. Voilà. Donc voilà en introduction pourquoi on s'est intéressé à l'intelligence artificielle. Alors ça dépasse évidemment la crise Covid puisque c'est un programme qui a maintenant un peu plus de 3 ans. On a identifié 4 axes d'exploration et de travail. Un premier qui est lié à la performance de la production, de l'exploitation, comment on est capable d'optimiser la production et la performance du système industriel. Donc effectivement, je vais en reparler tout à l'heure, il y a un certain nombre d'outils d'optimisation classiques issus des mathématiques plus historiques dans le domaine des transports liés à la recherche opérationnelle, mais qui ont été mises en place. Mais je me suis un peu perdu. Excusez-moi. Donc oui, optimiser l'appareil de production. Donc il y a un certain nombre d'outils qui sont déjà en place, mais on est convaincu qu'avec l'analyse de l'historique, avec l'analyse des données, on est capable d'aller dans une finesse et atteindre des niveaux de performance supplémentaires. J'y reviendrai sur la partie exploitation. Il y a un second champ qui est comment je rends mon appareil de production disponible, fiable, le plus possible. Donc ça, on en entend tous parler autour de l'axe de maintenance prédictive. Un système de transport, c'est beaucoup d'équipements différents. Il y a de l'ouvrage d'art, il y a des systèmes informatiques, il y a des systèmes industriels, il y a du matériel roulant. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de composantes qui peuvent être outillées, supervisées, sur lesquelles on peut appliquer des traitements qui peuvent nous permettre d'avoir une maintenance optimisée et d'anticiper un maximum. Un troisième champ de travail, ça a été de dire on dispose d'un certain nombre d'informations dans des données vidéo qu'aujourd'hui on ne sait pas du tout exploiter parce qu'elles sont en trop grand nombre, parce que la donnée vidéo c'est quelque chose de très furtif qui vient et qui disparaît, et donc aujourd'hui on n'a pas l'organisation pour en tirer un maximum de valeur. Donc est-ce qu'on peut avoir tiré profit de l'intelligence artificielle pour aller chercher de l'information et notamment améliorer le sentiment de sécurité et outiller les missions de sûreté que la RATP opère, comme la SNCF d'ailleurs. Et puis quatrième et dernier axe, orienté vers le confort et l'expérience client, comment on peut mieux comprendre justement cette demande de mobilité, les usages liés à nos voyageurs et leur proposer un certain nombre de services plus personnalisés et adaptés à leurs besoins. Donc voilà les 4 axes de travail. La première question qui s'est posée sur ces 4 axes de travail, ça a été de se dire qu'est-ce qui préexiste, qu'est-ce qu'on a déjà en banque et sur quoi on va devoir à partir de quoi on va devoir construire. Parce que quand on fait un petit peu une étude simple de l'intelligence machine dans le secteur des transports, c'est absolument pas nouveau. Des systèmes qui ont été automatisés, qui ont automatisé des tâches d'opérateurs, qui ont automatisé des interfaces entre le client voyageur et le système de transport, c'est largement pas nouveau. Je vais en prendre 2 qui vont vous parler, je pense, très explicitement. Tous les systèmes de billettique ont été informatisés, automatisés. Aujourd'hui, on n'a plus le poinçonneur des lilas qui vient vous valider votre titre de transport à la montée dans votre train. Vous avez des appareils de validation, vous avez des appareils de distribution automatique de billets. Donc, il y a un certain nombre de tâches qui ont été finalement informatisées et automatisées.
est remplacée par cette intelligence machine logicielle finalement, et qui a déjà finalement induit une vague de changements dans les métiers, dans l'organisation d'acteurs de transport comme la RATP. Deuxième exemple, celui-là il est emblématique de la RATP et de Systra d'ailleurs, c'est le métro automatique. Le métro automatique, vous rentrez dans un train qui prend des décisions tout seul finalement. Il décide de partir, il décide de passer un certain temps en station, il calcule son temps de parcours entre les deux stations en fonction de s'il est en heure de pointe, s'il est en heure creuse, s'il est en retard, s'il est en avance. Donc finalement, il y a déjà une intelligence machine qui a été implémentée dans ces systèmes-là et qui est maintenant transparente pour les voyageurs qui ne ressentent pas être dépendants d'un robot, en tout cas je ne pense pas, qui se sont habitués à l'interface avec les façades de quai. Au départ, les façades de quai qui peuvent se refermer sur vous, c'est quelque chose qui pouvait créer de l'appréhension. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'appréhension. On a compris comment ça fonctionne, voire même on n'a pas peur de se mettre en travers et pour pouvoir rentrer dans le métro. Donc finalement, toute cette intelligence machine dans le transport, on l'a déjà vécu. Il y a déjà eu plusieurs vagues de ruptures qui sont apparues et on a su accompagner, transformer les métiers et l'organisation qui vont derrière. Et ça a créé deux choses finalement, des métiers et des systèmes de plus en plus techniques et complexes et qui génèrent de plus en plus de données. Et c'est là qu'on a commencé à comprendre qu'on allait pouvoir y mettre cette nouvelle IA justement, ou cette nouvelle intelligence machine liée aux données et aux approches statistiques. Et puis, une proximité et une interface différente avec les clients et avec les voyageurs, où du coup, on est moins face à sa machine pour les métiers qui restent, on est plus face à un conseil, une interaction humaine avec les clients, et ça a été, il y a eu une ouverture par la panéliste précédente là-dessus. Voilà. Donc sur l'IA, moi j'étais pas évidemment sur la partie expérience client et interaction en station, j'ai plutôt travaillé sur les systèmes liés aux données et aux briques logicielles qu'on a pu construire sur les 4 axes que je vous ai décrits. Donc finalement, ce qu'on dit, c'est que grâce à ces données, on va être capable d'adresser de nouvelles classes de phénomènes qu'on n'a pas réussi à craquer jusqu'à présent. Je vous prenais l'exemple des flux voyageurs tout à l'heure. Sans les données qu'on va pouvoir capter à partir de la charge du matériel roulant, à partir des validations, à partir des caméras, on n'est pas capable de dire quelle est la charge en instantané dans un train, dans un métro, dans un bus. Donc il va falloir créer cette connaissance à partir de ces données-là, aller capter de la nouvelle donnée, valoriser cette nouvelle donnée. Pareil, je vous parlais du métro automatique. Le métro automatique, finalement, certes, il sait calculer son temps de parcours entre deux stations, mais en fait, le métro automatique, il est très bon dans des conditions, dans des événements qui ont été planifiés et déterminés, qui sont connus à l'avance. Donc, il sait gérer un certain nombre de contextes ou d'événements différents. Par contre, quand on va rentrer dans des phases de perturbation du trafic, là, le métro automatique, il ne sait plus décider tout seul, il ne sait plus choisir la meilleure solution. Et donc, c'est là où le centre de supervision métro automatique, où il y a un certain nombre d'agents et d'experts qui supervisent la ligne, vont reprendre la main. Et donc, on a commencé à dessiner sur cet exemple-là ces phases un peu d'exploitation proto-dégradée, de perturbation du trafic, où on va pouvoir insérer une intelligence artificielle, et je vais vous prendre un exemple juste après, qui va pouvoir aider à prendre les meilleures décisions, à optimiser, à revenir à un optimum de performance sur la production du trafic. Et puis, il y a la situation de crise qui vient juste après ça et qui ne sera pas traitée par l'intelligence artificielle parce que, elle est trop complexe, il y a trop d'éléments qui sont exogènes au système de transport lui-même, donc qui ne sont pas outillés par des données, parce qu'il y a des voyageurs, il y a des individus, il y a du ressenti, donc il y a beaucoup d'acteurs différents, et donc il y a toute la coordination humaine qui va reprendre le dessus, parce que les événements, ils n'ont pas été vus des milliers de fois, des millions de fois, donc l'analyse statistique n'avait pas servi à grand-chose. Voilà. Donc, voilà où on a commencé à dire que, en fait, finalement, l'intelligence artificielle, elle doit se construire sur la base de quelque chose qui a déjà été construit auparavant et des systèmes
qui ont déjà été optimisées, automatisées. Et elle va venir répondre à des besoins très ciblés, soit de créer de nouvelles informations, de nouvelles connaissances. Vous avez parlé des flux, c'est aussi vrai sur la partie maintenance, supervision des équipements. On ne maintient pas un équipement à la station Bastille de la même manière qu'à la station Alésia, parce que à Bastille, c'est en extérieur, il y a de l'humidité, il y a des vibrations liées à la place où il y a beaucoup de trafic. Donc la donnée, elle va nous apprendre des choses. Et le mainteneur, il va être demandeur de cette connaissance. Et puis sur l'exploitation, on voit bien qu'il y a des phases temporelles où l'intelligence artificielle va pouvoir outiller ces situations qui sollicitent beaucoup les opérateurs en stress, en énergie, qui leur demandent de décider rapidement, alors qu'ils viennent de rentrer dans une situation de crise et qu'ils ont beaucoup d'acteurs à coordonner. Donc, si je vous prends un exemple. Aller vers la conclusion, peut-être. Aller vers la Ok, conclusion. le temps passe vite. Donc, je vous prendrai pas l'exemple sur ce qu'on a mis en service sur le RERB, mais je serai à même d'en parler s'il y a des questions sur ce sujet-là. Mais quoi qu'il arrive, le vrai enseignement, c'est que l'intelligence artificielle, elle opère pas tout seule, elle apprend pas toute seule, elle fait pas d'apprentissage continu toute seule. Elle a vraiment besoin d'un triptyque entre les experts qui vont nous aider à comprendre les événements, à qualifier les données, à faire des choix aussi dans les décisions qui vont être proposées par les modèles mathématiques. Donc c'est vraiment une proximité qu'il ne faut pas négliger et qui se renforce justement par cette approche à partir des données. On a la partie informatique et mathématique, donc ça c'est vraiment central aussi dans les compétences techniques qui doivent servir l'intelligence artificielle. Et puis tout ça, c'est alimenté par des données et souvent on parle d'accès à la donnée, de données non qualitatives, non suffisantes en nombre. Pour ça, il faut de l'ingénierie système, il faut que ces systèmes ils fournissent la bande de données, il faut que ces données elles soient consommables. Donc, vu du système de transport, ça fait évoluer aussi l'ingénierie des données, l'ingénierie des systèmes pour que cette IA, pour que cette consommation de données soit possible. Voilà, donc 3 métiers, les experts opérationnels ou les experts voyageurs, clients, l'informatique et les mathématiques et l'ingénierie des systèmes de transport. Voilà. Merci beaucoup, Johan, pour cet exposé sur l'utilisation de l'IA telle qu'elle est faite aujourd'hui à la RATP. Alors, on va passer au troisième panéliste, donc, Madame Devillé, Laurence Devillé de la Sorbonne. Et donc, bonjour. Voilà, bonjour. Alors, il faut essayer de tenir les 10 minutes. Alors, on fera un signe. Alors, j'utilise le chat parce que c'est difficile de faire des signes. Je ne sais pas si Voilà, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Merci pour cette introduction de Monsieur Arnaud de la Fortelle. J'étais très intéressée par l'ouvrage dans sa globalité. Et je vais essayer de vous donner un certain nombre de pistes de réflexion autour de l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Premièrement, donc, je suis professeure à la Sorbonne en IA éthique. J'ai une chaire en IA qui s'appelle Human Machine Affective Interaction and Ethics au CNRS à Saclay. Je suis aussi membre du comité national pilote d'éthique du numérique, j'en parlerai un petit peu, ainsi que du Global Partnership on AI sur le futur du travail, que j'aborderai également. Première partie qu'il me semble intéressant de voir, c'est les capacités que l'on prête aux machines et qu'est-ce que l'IA est capable de faire. Vous avez très bien dit au départ, en introduction, que l'IA aujourd'hui, c'est surtout le deep learning, qui apporte des performances incroyablement plus élevées que ce qu'on savait faire avec des règles de système expert, par exemple. Effectivement, on a vu des choses très différentes. Alors, si je voulais donner un cadre pour bien comprendre de quoi l'on parle, je vais donc reprendre quelques petites définitions. On parle donc de raisonnement que fait la machine. Qu'est-ce qu'un raisonnement déductif? Ce sont justement ces règles experts, puisqu'on prend des règles logiques et on arrive à trouver le résultat. Ça, c'est l'IA classique, symbolique. L'IA de deep learning, c'est une IA inductive, c'est-à-dire en fait qu'elle fait l'inverse de la déduction. On apprend en regardant la différence entre des formes. J'apprends la différence entre le chat et le loup à partir d'images, mais je n'apprends pas un modèle générique ni du chat ni du loup.
Je n'apprends que les différences avec du deep learning dit supervisé, effectivement, en entrée et généralisée des images. En sortie, j'ai un texte qui signifie le sens de l'image. Voilà. Nous avons aussi un raisonnement par analogie, ce que savent très bien faire les machines. Donc, déductif, les machines savent faire. Inductif, elle sait le faire à partir du deep learning. Raisonnement par analogie, elle sait aussi très bien le faire. Une quatrième catégorie qui est le raisonnement abductif, qui est inférer des causes à partir de faits observés, qu'on appelle la méthode du détective, c'est-à-dire imaginer pourquoi on a fait cela à partir d'indices, d'intuition, d'imagination, de créativité, pour échafauder tous ces plans. Il faut être humain. La machine, en ce moment, ne sait pas faire cela. C'est d'ailleurs le Graal pour les chercheurs. Essayer de comprendre quelles sont les causes qui font que la machine a décidé cela. Or, en ce moment, on parle beaucoup de deep learning en disant que ce sont des boîtes noires, tous ces réseaux de neurones. Effectivement, ils ont des performances extrêmement élevées, mais on n'est pas capable de savoir pourquoi on a détecté un cancer, pourquoi on va prendre telle décision pour vous obtenir un prêt à la banque. Donc, problème réel pour utiliser ces systèmes dans la vie de tous les jours. Il y a des spécificités liées à l'apprentissage qui sont indéniablement complexes pour arriver à trouver les causes. Et derrière se cache aussi le fait que du coup, on n'évalue pas tellement ces systèmes. Donc il y a une espèce de bluff de la part de l'industrie. Alors, si je continue sur mes différences entre l'apprentissage humain et l'apprentissage machine, lorsque le système apprend même avec du deep learning, il a besoin d'énormément de données pour apprendre avec un certain niveau de qualité. Or, l'enfant apprend à partir de quelques données seulement et d'un contexte de sens commun, d'un contexte, il a une intuition, il va imaginer pourquoi on a fait cela et il va comprendre très vite. La machine ne comprend rien. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Elle ne fait qu'interpréter des situations. Par contre, elle est effectivement très douée dans le sens où elle est capable de regarder un grand nombre de données avec une capacité de calcul monumentale qui fait qu'elle est meilleure que nous pour jouer au Go ou pour jouer aux échecs, bien entendu, puisque ceci est un jeu où on connaît toutes les bornes, il n'y a pas d'inconnu. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir une grande capacité de calcul pour trouver les solutions. La grande différence de l'humain, c'est justement ce côté adaptatif à la réalité, à notre environnement pour lesquels il y a énormément de choses cachées, on a des intuitions, un sens commun qui fait qu'on sait décider très vite et on apprend très vite et on s'adapte très vite. Ça, c'est la grande force de l'humain, qui a de l'intuition, qui sait que la lumière vient d'en haut, hein, c'est précablé presque, l'imaginaire, le sens commun, et on apprend grâce à notre corps également. On apprend, on a une espèce de conscience des phénomènes phénoménologiques, des phénomènes que l'on perçoit à travers nos sens, à travers notre corps et à travers aussi notre histoire. Tout cela, la machine n'en est pas du tout pourvue et c'est très loin de pouvoir être le cas. Donc, on est confronté ici à un brouillage en fait des frontières entre l'humain et la machine et quand on va interagir avec des machines auxquelles on va donner des capacités qui sont mes domaines de recherche, qui sont affectives, de détecter les intuitions des gens, d'essayer de trouver les états mentaux, etc., on va encore plus aller vers ce brouillage des pistes. Donc, il y a un risque d'anthropomorphisme, même si en face, vous avez des machines qui ne sont pas du tout intelligentes comme nous le sommes, c'est-à-dire qu'elles ont des capacités d'intelligence calculatoire et de mémorisation énormes, mais absolument pas d'intuition, d'imagination, de créativité. Et ce risque d'anthropomorphisme, comment l'éviter? C'est une vraie question de société. Que devons-nous faire face à cela? Parce que d'un côté, il y a des chercheurs tels Yann Lequin. J'ai eu une interview il n'y a pas longtemps dans La Croix avec Yann Lequin sur l'intelligence artificielle est-elle plus intelligente que nous? Comment répondre à cela? Quel cadre donner? Réaffirmer l'irréductibilité morale de l'humanité? Est-ce qu'il y a une tension réelle entre ce que disent les mathématiciens, les thèses de Church et Turing, et puis le fait qu'il y ait cet apprentissage, Damasio en parle très bien, Spinoza en parle très bien, ce conatus, cette étincelle de vie qu'il y a dans l'humain et qui n'est pas présent dans la machine. Le dernier sujet sur lequel il est important de se poser, c'est cette idée de co-adaptation humain-machine. C'est-à-dire qu'on fait de plus en plus des systèmes qui vont être capables de détecter nos comportements, de se personnaliser à nous, de répondre à chacun différemment, et nous allons aussi nous adapter à eux.
comment anticiper cette adaptation? Il me semble que cette coévolution est extrêmement importante. Tout à l'heure, j'ai parlé de la difficulté de comprendre où était effectivement le niveau réel d'état de l'art, de nos connaissances en technologie et de ce que nous sommes capables de faire, parce qu'il y a une espèce d'abus autour de ce que font les machines. Lorsque vous mettez un agent conversationnel, un chatbot, qui est effectivement un des sujets de mes recherches, et des sujets sur lesquels je travaille au comité d'éthique du numérique, pour essayer de montrer quelles sont les dimensions et les tensions éthiques, il y a énormément de pièges. Dès lors que la machine dit « vous êtes, je vous aime, vous êtes formidable », etc., l'attention donnée à l'autre va l'embarquer dans une espèce de projection des capacités humaines sur la machine, qui est juste une projection. Nous n'avons pas dans la société un niveau suffisant, c'est pour ça que je me suis permis de reprendre ces petites définitions sur les différents types de raisonnement qu'on sait faire dans une machine et qu'on ne sait pas faire et qui sont propres à l'humain. Et il me semble qu'il faut répéter, rabâcher et revenir à des fondamentaux comme cela pour arriver à faire le tri entre ce qui est fantasme et ce qui est une réalité objective. Et malgré le fait que ces systèmes ne soient pas si aboutis que cela, le fait que, par exemple, un chatbot soit capable de vous dire « vous êtes formidable, je vous aime, j'ai compris cela » alors qu'il n'a rien compris, vous embarque dans cette situation. Donc, ça veut dire que demain, et c'est en ça que ces sujets éthiques nous sont très, très importants, nous semblent très importants en ce moment, hein, à voir partout, à la fois au niveau du gouvernement, à la fois des entreprises, c'est l'idée de ce pouvoir, en fait, de la modélisation informatique. Est-ce qu'on ne va pas aller vers un changement de modèle politique également? Est-ce qu'on est capable de rester souverain, gouverner ces systèmes, ou serons-nous gouvernés par des géants du numérique, surveillés? L'abolition des frontières est un enjeu. Il y a donc des spécificités de l'éthique du numérique qu'il faut absolument mettre en débat dans la société et qui doit impacter notre quotidien. Une grande différence, par exemple, entre la bioéthique et l'éthique du numérique. La bioéthique nous parle de la naissance, de la mort, des maladies, etc. L'éthique du numérique, c'est le quotidien. C'est vous envoyer un mail, c'est vous êtes en train de parler avec quelqu'un qui est fake, c'est en fait une machine qui vous parle et vous ne le savez pas. C'est les données qui sont capturées on ne sait où et qui vont peut-être chez un marchand de quelque chose qui vous envoie des messages spécifiques à vous. C'est cela sur lequel il faut lutter pour avoir plus de transparence. La transparence, par exemple, c'est une valeur nouvelle, c'est une valeur liée au numérique. Donc, il est essentiel d'avoir cette réflexion spécifique sur les enjeux éthiques du numérique, développer les systèmes numériques de manière contrôlée, favoriser l'esprit critique partout, dans nos enseignements, dans nos formations, dans la société. Et merci de donner la possibilité d'en parler comme cela. Maîtriser les évolutions de la société et les rapports de pouvoir, c'est essentiel. Je terminerai avec le point suivant. Donc, je suis aussi impliquée au GPAI, le Global Partnership on AI, qui a été monté par le président Macron avec Trudeau, donc au Canada, après Biarritz, le dernier G7 à Biarritz. Et c'est cette idée d'avoir un comité international. 15 démocraties, pour l'instant, sont présentes. Corée du Sud, Australie, les États-Unis, le Canada, en Europe, plusieurs pays. On a aussi l'UNESCO en tant qu'entité, l'OCDE, où il y a le secrétariat. Cet ensemble de pays s'est mis d'accord pour finalement réfléchir ensemble à différents niveaux. Il y a 4 grands sujets autour de la gouvernance des données, des biais de l'IA. En France, nous en avons 2. L'économie et les nouvelles innovations, et celui dans lequel je suis, qui est le futur du travail. Au sein de cette entité futur du travail, nous sommes une 30aine de membres, il y a 2 Français présents et beaucoup donc de représentants des différents pays, et nous travaillons sur un catalogue des différents applications technologiques actuelles et futures dans 5 à 10 ans, la cobotique, la coévolution humain-machine, les agents qui vont venir travailler avec nous, comment cette complémentarité existe et est-ce qu'elle met en exergue le mérite dans le travail, la responsabilité, la créativité, comment il faut travailler sur ces différents sujets. Nous allons monter aussi un laboratoire. Je peux aller vers la conclusion peut-être. Oui, je termine. Nous allons monter aussi un laboratoire vivant, un living lab, comme on appelle ça, pour essayer donc de tester, d'expérimenter plusieurs
technologies dans le milieu du travail. Par exemple, en Corée, nous avons des chatbots pour la police. Comment ça marche? Est-ce qu'on a des différences culturelles? Qu'est-ce que cette standardisation fait? Et ce sont tous ces sujets donc, liés à la fois à propulser l'innovation et en même temps à ne pas empiéter sur l'humain et ses décisions, garder l'humain au centre de ces technologies. Et je pense qu'il y a un énorme travail à faire. J'espère que je pourrai vous en reparler. J'ai 2 questionnaires à faire passer ensuite, si vous voulez bien. Un sur les chatbots et l'éthique. On a 20 questions posées qui seraient intéressantes de regarder, j'imagine, par vos étudiants et à envoyer sur la plateforme. Et au GPAI, nous avons aussi un questionnement sur le travail et l'homme dans différentes circonstances, avec, à mon avis, aussi un intérêt, puisque moi, j'en ai parlé il y a très longtemps, du travail dans Francia en 2016. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Eh bien, c'est très. Alors, il y aura des questions, puisqu'on a 2 questions, mais on va les garder pour la suite. Et donc maintenant, je vais passer la parole, je crois, à Élise Berlinski, et qui va prendre la parole sur une présentation qui va faire intervenir 3 personnes. Voilà, en essayant de garder un quart d'heure pour vous 3, qu'on ait quand même un quart d'heure pour couvrir les différentes questions qui ont été posées dans le question-réponse et dans le chat. Oui, bien sûr, on avait prévu d'être dans le... Bonjour et merci beaucoup pour l'organisation de cette table ronde. Merci beaucoup Arnaud de la Fortelle de nous avoir proposé de participer à ce numéro. Oui, moi simplement pour me présenter, je suis en train de finir mon doctorat à l'ESCP. Et en fait, j'ai commencé à faire des algorithmes, donc je parlerai plutôt de machine learning pour être un tout petit peu plus précise, à l'Imperial College en 2013. Dans un département de robotique. Et ensuite, j'ai pratiqué comme data scientist pendant plusieurs années. Donc voilà. Et maintenant, j'ai décidé de me lancer dans une thèse où je m'intéresse aux effets de ces algorithmes. Et donc là, avec Arthur et Iman, on a pu écrire un article un peu pluridisciplinaire où on s'intéresse justement aux effets de ces algorithmes sur le droit pénal. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti d'un constat. On est parti du constat que les algorithmes d'intelligence artificielle, ou plus spécifiquement de machine learning, modifient le droit pénal américain et la manière dont les enquêtes sont menées, et sont en cours de modifier ça en France aussi. Donc typiquement en termes d'exemple, aux États-Unis, c'est utilisé pour décider si on va laisser une personne sortir sous liberté conditionnelle ou non, et à terme, ce sera utilisé pour déterminer des peines. Pourtant, à l'heure actuelle, le fonctionnement spécifique de ces algorithmes est mal connu. En particulier, il repose sur 2 piliers fondamentaux, 2 piliers qui ouvrent un certain nombre de questions. D'une part, les données, et d'autre part, des calculs spécifiques. Donc, en termes des données, ça c'est quelque chose qui a déjà été dit, c'est que le succès de ces algorithmes tient à une disponibilité jusque-là inégalée des données. Mais d'où nous viennent ces données en majorité? Quelles sont les données qui sont facilement accessibles et facilement utilisables? En général, ce sont des données de réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça implique d'utiliser des données de réseaux sociaux? Ça implique qu'on utilise des données d'une part qui impliquent une focalisation sur le sujet plutôt que sur l'acte, quand on parle de l'acte juridique. Et d'autre part, ça implique qu'on utilise des données qui sont filtrées par des entreprises privées. Filtrées puisque les actions des personnes sur les réseaux sociaux sont orientées par les contenus qu'on leur présente. C'est-à-dire que c'est pas, la personne ne se déplace pas de manière aléatoire sur les réseaux sociaux. Il y a des algorithmes sur les réseaux qui vont déterminer les contenus qu'on leur présente et qui vont impliquer certains comportements. Ce qui implique que ces entreprises privées vont déterminer ce qui est inclus ou ce qui est exclu dans les données. Par ailleurs, il y a un deuxième mécanisme sur lequel il faut se pencher, c'est les calculs spécifiques. Alors moi, c'est drôle, j'ai pas l'impression que l'intelligence artificielle, ce soit le deep learning seulement. J'ai l'impression qu'au contraire, c'est plutôt vaste comme domaine et que bien que le deep learning marche très bien à l'heure actuelle, il y a des vraies questions à se poser en termes des différents modes de calcul qu'on mène. Et là, je dis ça, c'est pas juste des questions pour faire joli. Juste pour donner un exemple très simple, imaginons que vous ayez un ensemble de notes d'étudiants. Bon, si vous calculez leur médiane ou si vous calculez leur moyenne, vous n'en donnez pas les mêmes représentations.
Donc, de la même manière, différents calculs algorithmiques vont donner différentes représentations des personnes sur lesquelles on va prendre des décisions qui potentiellement vont changer leur vie. Voilà, donc en avançant sur des questions un tout petit peu plus techniques, on passe notre temps à penser que réfléchir au calcul, ce n'est pas important. Pourtant, on peut dire que c'est ça qui a pu causer la crise financière de 2007. En effet, la plupart des entreprises de notation utilisaient ce qu'on appelle des copules gaussianes pour noter des produits financiers, ce qui leur permettait de donner des triple A, ce qui a impliqué que des gouvernements, que nombre d'entreprises ont mené des investissements, alors même que si au lieu d'utiliser des copules gaussianes, ils avaient utilisé des copules T, on obtenait des triple B. Donc ça veut dire que tous ces investissements n'auraient pas été menés. Donc juste regarder les calculs spécifiques, moi ça me semble primordial. Donc par rapport à ça, juste pour donner quelques exemples, on a des algorithmes qui peuvent mener à une amplification des différenciations et donc des discriminations entre les personnes, simplement à cause de la manière dont les calculs sont menés. Donc, pour donner un exemple, ça a pu mener à des situations de harcèlement de personnes dans un certain quartier, parce qu'en fait, la différence entre ce quartier et les autres a été amplifiée. On a des algorithmes qui vont permettre de hiérarchiser des attributs spécifiques chez les personnes, attributs potentiellement créés sur la base de données qui sont des boîtes noires. Par exemple, aux États-Unis, on a le logiciel Compass, qui est utilisé pour hiérarchiser des dimensions pour décider d'une liberté conditionnelle ou non. Donc ici, on voit que différents algorithmes ont différents effets. Et enfin, justement, pour parler de ces fameux réseaux de neurones profonds, le deep learning, on les traite comme s'ils étaient capables de reproduire parfaitement la réalité. Donc typiquement, on a un exemple d'une personne aux États-Unis qui a fini en garde à vue pendant 30 heures sous prétexte que le résultat de l'algorithme serait plus réel que la personne elle-même et que puisque l'algorithme détermine que lui, il est suspect, eh bien, il devient plus suspect que la personne en chair et en os. Bon, voilà, du coup, moi, je vais laisser la parole à Iman qui va nous parler un peu plus précisément de ce que ça peut impliquer pour le droit pénal. Merci beaucoup, Élise. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être parmi vous. Merci beaucoup pour l'invitation à la participation de cette table ronde. Donc, très rapidement, peut-être pour me présenter, je m'appelle Iman Bello, je suis avocate à la Cour et j'exerce en droit pénal des affaires, en droit pénal pur et en compliance. Donc, la compliance comprend également l'éthique de l'IA pour les entreprises qui font appel à nous. Donc, lorsqu'on s'intéresse, comme le disait Élise, aux effets des systèmes dont on discute, plus spécifiquement par rapport au droit pénal, il y a deux choses qui sont importantes. La première, peut-être, c'est se dire que la substance du droit pénal en soi ne va pas changer, ce n'est pas le texte qui change, c'est son application qui est modifiée. Et donc, plus spécifiquement, par rapport à l'application du droit pénal, il y a deux influences des systèmes d'IA. La première influence, c'est l'influence qui vient modifier l'appréciation souveraine du juge, donc l'appréciation que le juge va apporter et qui va déterminer sa décision par rapport au cas qui lui est présenté. Et donc, il y a nécessairement une perception du réel qui est modifiée via l'utilisation des algorithmes, et ce, indépendamment ou non que le juge ait accès au système qui doit l'aider dans sa décision. S'il a accès au système qui l'aide dans sa décision, le système va nécessairement venir modifier, ou en tout cas appuyer son intime conviction. Et si le juge n'a pas accès à ce système, il a accès à l'enquête. Et la question qui se pose par rapport à l'enquête, c'est que maintenant, l'utilisation des systèmes d'IA vient déterminer l'ouverture d'enquête pénale. Donc ça vient déterminer la réalisation d'une enquête ou non, et ensuite l'orientation de l'enquête. Donc concrètement, ça veut dire que même si le texte, la loi pénale ne change pas, les systèmes d'IA ont une influence sur la façon dont elle est appliquée, à qui, où ça et pourquoi. Est-ce qu'on décide d'ouvrir une enquête ou non, envers qui, selon quel type d'indices ou de preuves. Ce qui est important aussi, c'est de savoir que, donc, on ne parle pas du futur, l'application de la loi pénale est déjà modifiée. Pour vous citer uniquement un exemple, l'administration fiscale, donc plus précisément la Direction générale des finances publiques, mais aussi la Direction générale des douanes et des droits indirects, utilise des algorithmes de machine learning pour détecter des incohérences qui seraient susceptibles de constituer des schémas de fraude.
ou détecter des signaux faibles de potentielle fraude. Et donc, vous avez un système particulier qui va venir déterminer l'ouverture d'une enquête. Donc, je pense que c'est important d'avoir tout ça en tête pour simplement se poser des questions et réaliser qu'il y a des changements temporels qui sont quand même effectués dans la façon dont la loi s'applique, parce que le droit pénal, par essence, réprime un acte qui est réalisé. Donc, on se situe dans le passé. Alors que les systèmes, donc par exemple, si on prend l'exemple de l'administration fiscale, les systèmes de machine learning qui sont utilisés, il y a une intervention qui est en amont, puisque c'est la probabilité d'un acte qui n'a pas encore eu lieu, ou bien la cristallisation d'un risque diffus qui vient être utilisé dans le droit pénal, ou bien la probabilité qu'un acte ait eu lieu, donc la détection d'incohérence, par exemple. Et là se pose quand même la question donc, de l'application de la loi pénale qui est déterminée par des choix algorithmiques à l'heure où on vous parle. Voilà. J'espère qu'on a tenu les temps impartis. J'ai surveillé, on est encore dans les temps et j'ai largement le temps. Je pourrais peut-être finir un petit peu en avance pour conclure. Donc merci Iman, merci aussi encore une fois pour cette invitation. Et en cette conclusion, en fait, je voudrais aussi ouvrir, finalement, vu que je suis le dernier, à parler sur cette perception de la recherche. Et finalement, ce qu'on propose aujourd'hui, ce travail interdisciplinaire entre de la technique et le droit est très important. Et je pense qu'on oublie un peu aussi, je pense qu'il y a une sous-exploitation des connaissances qui sont issues de la recherche. C'est le moment où je râle un petit peu, mais on va l'illustrer d'abord avec, par exemple, avec Arnaud de la Fortelle, qui travaille au Centre de robotique. Depuis des dizaines d'années, en fait, ce Centre de robotique travaille sur les véhicules autonomes. On les prenait pour des doudingues dans les années 90-2000 et arrive Google, on se demande mais comment ça se fait que nous, on ne l'a pas déjà? Et donc, la recherche existe, elle est là depuis longtemps, elle pousse des choses, elle prend son temps. Mais ce que j'aimerais souligner ici, c'est que il y a beaucoup de connaissances en fait, qui existent depuis longtemps et qui peut-être méritaient d'émerger plus rapidement. Et peut-être c'est par ce travail d'interdisciplinarité et ce genre d'événement aujourd'hui qu'on arrivera aussi à faire émerger de la connaissance intéressante, utile plus rapidement. On revient sur cette histoire de données. Si on regarde Google, le PageRank, en fait, va se baser sur, donc c'est l'algorithme qui va permettre de trouver le meilleur résultat pour vos résultats de recherche. Il a un peu changé depuis, mais il s'appuie finalement sur des données des utilisateurs, savoir quel a été le trafic sur les sites pour proposer le meilleur lien. Donc ça, c'est à peu près les années 2000. J'arrive en école d'ingénieur en 2010, il y a un prof qui s'appelle Yann Mouguet-Boutan qui vient de sortir un bouquin en 2010, qui s'appelle L'abeille et l'économiste. On ne comprend rien au titre, on parle de données qu'on vend, etc. Et au fur et à mesure, ah oui, tiens, si, ça correspond à quelque chose. En fait, en regardant un petit peu, on comprend finalement, c'est ce qu'aujourd'hui, hein, on vend des données, on joue à ça. Est-ce qu'en 2007 ou en 2010, est-ce qu'on avait bien compris ce que c'était? Je ne suis pas sûr. Et si on regarde son travail, on peut remonter en 2007, je ne peux pas remonter beaucoup plus loin, sur un livre qui s'appelle Le capitalisme cognitif. Et il dit « Le mode de production du capitalisme cognitif repose sur le travail de coopération des cerveaux réunis en réseau au moyen d'ordinateurs. » Je ne suis pas sûr qu'à l'époque, on avait vraiment compris l'essence même de cette phrase. Mais c'est intéressant de se dire, en fait, il avait quand même vu quelque chose qu'on n'avait pas forcément réussi à conceptualiser ensuite. Voilà. On avance un peu dans le temps. En 2014, là, c'est un rapport de la Federal Trade Commission, donc protection des consommateurs, on va dire, aux États-Unis, en 2014, qui nous donne un rapport qui s'appelle Data Brokers, A Call for Transparency and Accountability. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'en 2014, ils ont déjà observé qu'il y a des données partout et qu'on fait n'importe quoi avec. Ensuite, aujourd'hui, la RGPD qu'on connaît 2016-2018 pour la mise en application arrive. Et aujourd'hui, je ne sais pas si on va dans la rue, qui est-ce qui comprend vraiment quelles données ont été utilisées, ces données, qu'est-ce que ça veut dire que la RGPD? Est-ce qu'on a encore déjà bien compris? Est-ce qu'on a compris tous les tenants et les aboutissants? Donc ça, c'est vraiment, voilà, en 20 ans finalement, c'est le temps que ça a mis pour pouvoir réaliser et arriver à mobiliser aussi l'appareil législatif. Et maintenant, pour ouvrir un petit peu, c'est aussi pour revenir plus sur l'actualité,
je vous conseille la lecture d'une tribune du Monde de David Curiel qui dit « On surveille l'individu non plus parce qu'il fait, mais parce qu'il est ». Donc c'est très en lien finalement avec ce qu'on a écrit et c'est sur les dernières nouveautés en termes de pouvoir renseigner des appartenances syndicales, religieuses des personnes par les services de police. Et ensuite, je vais vous donner un autre exemple qui est issu de The Wired, le magazine américain sur Palantir et l'armée américaine en Afghanistan, où un sous-traitant, qui n'est pas un militaire, qui est un civil, explique qu'un innocent a failli se faire droner, qui a failli se faire tuer, parce qu'un algorithme trouvait une ressemblance avec un terroriste reconnu. Donc c'est vraiment l'algorithme qui s'est trompé. Et ça, c'était en 2012, hein, donc je ne sais pas trop comment ça se passe encore aujourd'hui, mais ça, c'est aussi pour illustrer, c'est qu'on va passer sur une automatisation et donc on va aussi passer à l'échelle. Et donc quand il y en a une erreur, aussi l'erreur risque aussi de passer à l'échelle. Et donc c'est pour ça, pour nous, c'était important ce document, cette réflexion, c'est comment on peut s'en prémunir de ça. Et avant tout, je pense qu'on a réussi à le montrer aujourd'hui, c'est d'abord, ça passe par une compréhension et par l'interdisciplinarité. Je vous remercie et je pense que je suis même dans les temps. Oui, tout à fait. Merci Arthur. Donc, nous avons terminé le tour de table. Et maintenant, donc on va passer aux questions. Alors, je vais être aidé par François. Alors, je voudrais commencer par les questions qui nous avaient été posées avant la table ronde. On avait 3 questions, je crois. C'est bien ça? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, je vais les prendre dans l'ordre où elles ont été écrites. Comme ça, je ne vais pas être partial. La première question posée par Marc Le Breton est la suivante. Est-ce qu'on va rapidement arriver à un stade où les citoyens ne sauront plus reconnaître s'ils ont affaire à une machine, entre parenthèses robot conversationnel, ou à un humain quand ils téléphoneront à une entreprise? N'y a-t-il pas un risque d'escalade pour le développement de robots tueurs? Au hasard, si des pays comme les USA, la Russie et la Chine développent ce type d'armes, la France pourra-t-elle rester en dehors de cette course? Alors, je vais répondre pour la partie robotique, parce que je me sens directement concerné, et ensuite je passerai la parole pour la partie robot conversationnel, puisque c'était une question qui avait été posée. Je pense que Laurence y répondra très bien. Sur les robots tueurs, la réponse est évidente. Oui, c'est déjà en train d'être fait. D'ailleurs, quand on a des drones, aujourd'hui, une large part d'action de ces drones, Arthur vient de le dire, est dans la reconnaissance des cibles. Alors, c'est comme sur le droit pénal ou l'administration fiscale. On va reconnaître ces cibles de manière automatisée, puis ensuite, on va les traiter. Alors, l'administration fiscale utilise des moyens moins expéditifs que les armées, mais ça peut faire mal aussi. Donc, la vérité, c'est qu'effectivement, tout le monde s'y met et que la régulation à Genève suit son cours. Aujourd'hui, ce qui a empêché le développement massif de ces technologies, c'est des expériences malheureuses où les robots ont confondu en fait, les combattants ennemis et leurs propres combattants. Donc, ils ont tiré un peu sur tout ce qui bougeait. Alors ça a beaucoup refroidi les armées pendant un certain temps, mais quand on balance un au-dessus de l'Afghanistan, en général, il y a certaines zones sur lesquelles on sait qu'on a ses propres troupes et on ne tire pas dessus, et puis on tire un peu sur tout ce qui bouge en dehors. Alors on essaye de ne pas tirer sur tout ce qui bouge, mais c'est compliqué. Voilà, donc ça c'est la réponse à la première partie. Laurence, sur la partie robot conversationnel. Oui, alors cette confusion, elle existe depuis longtemps. Le premier à en parler, en fait, c'est Pierre Zweigenbaum, qui au MIT crée ELISA, le premier chatbot écrit. Et il dit lui-même, il va le dire tout à la fin de sa carrière, que c'est extrêmement dangereux parce que c'est facile de se faire passer pour un humain avec un système comme ça. Alors, c'est d'autant plus facile que les expériences de Google, par exemple, font que la synthèse est très naturelle. On rajoute des hésitations, des pauses, des inflexions de voix. On appelle ça des affect bursts, des rires ou tout un tas de petits sons qui viennent ajouter du naturel dans la voix. Et puis, d'autre part, on sait parfaitement bien faire la voix de Gaulle, si vous voulez, qui vous répond dans un chatbot. Et maintenant qu'on parle aussi des datbots chez Microsoft, on pourra faire aussi parler votre père qui est décédé, votre maman qui est décédée, à travers une machine. Vous voyez? Donc, en prenant des informations et des données de sa vie, on crée un système et puis il va discuter avec vous. Donc, que ce soit pour se faire passer pour quelqu'un et manipuler des gens ou l'utiliser comme faire revivre des personnes qui sont décédées, ou faire dire des choses à des gens qui sont vivants mais qui ne nous ont jamais dit, on ouvre un large potentiel qu'il est urgent de réguler.
Merci. Voilà. Oui, merci beaucoup. Je vais essayer, parce que comme on va essayer de respecter un minimum le timing, je suis vraiment désolé, on va essayer d'avoir des réponses relativement courtes pour que aussi les personnes qui veulent poser des questions en direct puissent le faire. Donc, je passe à la deuxième question sur les 3 qui nous étaient arrivées par mail de Kamel Frati. Quel est le rôle de l'État dans la création d'un écosystème d'intelligence artificielle, hein, ou bien faut-il laisser faire le marché, créer naturellement son écosystème IA? Alors, je ne sais pas si Salima Benamou est disponible, ça aurait été intéressant. Est-ce qu'un des panélistes voudrait prendre la parole sur ce sujet? Moi, je peux peut-être dire un mot parce que j'ai fait partie de l'équipe avec Villani pour construire en fait le rapport qu'il a lancé et qui derrière est mis en œuvre. Hein. Donc les 3 IA, l'effort en fait de catalogue des forces en IA en France a été fait. L'effort de comité d'éthique est en train d'être mis en place, que ce soit national ou international. On voit aussi un effort sur l'Europe pour aller plus loin que le RGPD. Donc voilà, il y a en tout cas l'État n'est pas complètement au centre, mais il est actif dans le sens où il va aider à ce que tout cela soit propagé. Je pense que c'est très important que ce soit ni l'État complètement contrôle, comme ce qu'on peut imaginer en Chine, ni le terreau des entreprises qui décident par eux-mêmes de mettre n'importe quoi sur le marché, parce qu'on en voit déjà des dérives, avec des collectes de données, avec des bracelets, avec des gadgets qui servent à rien, qui sont séduisants et qui sont partout sur les marchés. Alors qu'on devrait avoir des focus sur les usages pour effectivement résoudre des problèmes de santé, des problèmes d'isolement, mais sans que ce soit du gadget donné, parce que finalement vous êtes le produit, on récupère vos données. Donc il est urgent, je pense, de réguler. Et là, on sent bien que l'Europe veut être moteur là-dedans. Le RGPD que tout le monde bafouait au départ, hein, nos amis américains en font un aussi. Au Japon, c'est repris aussi. Enfin, il faut voir que les premières réactions, c'était la France toujours en arrière parce qu'elle réfléchit, mais en fait, c'est aussi un modèle. Et je pense que les initiatives de régulation qu'on voit arriver sur l'Europe, qui vont être difficiles à mettre en place, que ce soit pour Government Act ou Service Act ou le dernier que j'ai plus en tête, eh bien, il est important qu'il y ait une montée en capacité de compréhension de quelles sont les règles à mettre dans cette jungle. Merci beaucoup. Donc, un sujet compliqué. Alors, 3e question de Gilles Bellamy. Où en sommes-nous sur la partie législative du côté de la Commission européenne? Alors, on avait une avocate, Salima, je crois. Alors, je ne sais pas si elle est spécialiste de l'Europe, sinon je vais repasser la parole à Laurence de Villers. Mais est-ce que du point de vue de la pénaliste, est-ce qu'elle est encore là? Oui, je suis là. Je pense que le plus intéressant en ce qui concerne la stratégie européenne législative s'agissant des systèmes d'intelligence artificielle, c'est de comprendre qu'il y a une confusion un peu au niveau européen, en tout cas des intérêts contraires entre une envie de régulation qui correspondrait à l'esprit éthique des valeurs qui seraient celles qu'on retrouve en Europe de l'Ouest en tout cas, versus une volonté de rester concurrentiel. Donc si on comprend ces intérêts qui pourraient paraître contraires, on comprend peut-être mieux les lenteurs administratives, disons, qui sont liées à des propositions de législation et de régulation sur les systèmes d'IA. En tout cas, en termes de stratégie, la position européenne, c'est de se proposer comme étant la 3e voie entre les États-Unis et la Chine, et en essayant de mettre en avant des lignes directrices et de tout ce qui a de la soft law, en fait, donc du droit souple par rapport à une régulation des systèmes d'IA, en essayant de créer des tables rondes entre divers acteurs qui sont parfois extrêmement difficilement implémentables pour les personnes qui soit créent des systèmes, soit les utilisent. D'accord, merci. Un petit complément peut-être, Laurence? Je pense que c'est extrêmement positif de mettre les gens autour de la table pour en discuter. C'est ce qu'on fait aussi dans le GPAI, hein, puisqu'on n'a pas tous les mêmes standards ou les mêmes réactions vis-à-vis de toutes ces machines. Et effectivement, il y a les early adopters qui regardent après ce que ça peut faire des testables, et puis les gens qui essaient de réfléchir avant. Je ne pense pas qu'il faut toujours nous mettre dans le cadre des gens qui sont à la traîne et qui réfléchissent avant d'essayer de concevoir. Hein. Il y a à trouver un équilibre entre les deux, et pour moi, c'est éminemment intéressant de ne pas faire n'importe quoi.
Hein, c'est vraiment apprenti sorcier hein, pour beaucoup. Hein. Je pourrais vous citer de nombreux exemples. Et les géants du numérique en ce moment ont un pouvoir, une frappe de force qui est au-delà des États, hein, de certains États démocratiques. Et il est urgent quand même de rééquilibrer. D'accord, merci. Alors, une souveraineté, quoi, hein, si vous voulez. Souveraineté, gouvernance, ce sont des sujets qu'il faut mettre sur la table. Je ne dis pas qu'il faut trancher, mais il faut en tout cas en discuter. Très bien. Alors, on commence à avoir une liste de questions qui s'allonge hein, sur les questions en direct. Et par contre, le temps, lui, diminue. Alors, on va essayer de les prendre aussi dans l'ordre. Alors, c'était plutôt une remarque, hein, certainement qu'une question. La première, hein, celle de Thomas Morin, qui dit « La démo de Watson face au jeu Jeopardy hein, donne une impression de raisonnement abductif. » Oui, impression. Impression. Donc, on est bien d'accord. C'est essentiellement une impression. Une projection, voilà. Pourquoi c'est seulement une impression et pas une réalité? Parce que on peut facilement montrer quelque chose de cet ordre-là avec une masse de données, de connaissances qu'on a, hein, montrer qu'on a un cheminement qui est de ce type-là. Parce qu'en fait, toutes les questions données, les réponses étaient connues pour la plupart ou étaient sur le net et ça pose... Ça pose vraiment la question de quel a été le cheminement pour trouver les réponses. Le cheminement, il n'est pas d'ordre intuitif et imaginatif comme le fait un humain. C'est d'un autre ordre. Et c'est là où il ne faut pas avoir de confusion. En ce moment, le NLP, si vous voulez, le Natural Language Processing, fait des bonds de performance extraordinaires grâce à un grand nombre de données. Et de temps en temps, sort des choses absolument fulgurantes où on se dit « Waouh, la machine crée quelque chose », mais en fait, il faut regarder qu'à côté, il y a plein de fois où elle se loupe totale et donc il n'y a pas de contrôle, de compréhension fine dedans. Donc, même s'il y a un bluff et on a cette impression, méfiance. D'accord, merci beaucoup. Alors ensuite, on a deux questions de Bernard Quignot. La première, c'est « Est-ce que le formidable impact écologique de l'IA est un problème éthique ? Ou comment introduire cet aspect dans une réflexion globale ?» On en parle si peu. Alors, j'aimerais juste dire que ce n'est pas vraiment la partie IA hein, en tant que telle. Il y a la partie data, la partie calculatoire. Donc, l'informatique, effectivement, consomme aujourd'hui à peu près 2% de l'électricité dans le monde. Donc, ça commence à faire quelque chose. Et l'IA en consomme de plus en plus parce que tout simplement, c'est dans la partie informatique une partie qui croît beaucoup. Alors, c'est un enjeu, mais je dirais qu'il n'est pas directement lié à l'IA hein, aujourd'hui. Deuxième question, travailler ou collaborer avec l'IA est très perturbant, hein, l'expérience vécue. Pour qui il se prend? Comment faciliter cette relation? Vous avez tous les questions sous les yeux, j'imagine, oui. l'IA in extenso. Est-ce que… alors, dans des gens, par exemple, qui ont travaillé, je voudrais donner la parole, par exemple, à Johan Amsterdamer, puisqu'ils ont travaillé avec l'IA. Est-ce que c'est la relation que vous avez avec l'IA ou c'est d'autres types de relations que vous aviez à la RATP, par exemple? En fait, c'est comme travailler avec un ordinateur ou un logiciel. Pour moi, ça pose pas de questions très différentes, si ce n'est qu'il faut savoir expliciter comment les propositions qu'on fait, comment les scénarios sont produits, en tout cas à partir de quelles variables explicatives ils ont été générés. Mais à partir du moment où on arrive à répondre à ça et dans les projets sur lesquels on a travaillé, ça a été le cas. Voilà, tout individu comprend que c'est une représentation statistique de l'historique et que les suggestions qui sont faites sont issues de statistiques. Après, ne pas être d'accord avec, ça ne veut pas dire toujours appliquer ce qu'a produit le logiciel, quoi. Voilà. Alors, on va avoir une deuxième partie de réponse. En fait, là, on a une réponse qui est très technique, c'est-à-dire ce que fait l'IA sur le fond. Et en fait, on a la manière dont l'IA se sert de ses propres performances pour y répondre. Et là, Laurence, vous voulez apporter un complément hein? Pour moi, je la lie à la question suivante. L'usage des techniques de l'IA peut-il changer les pratiques politiques aussi? Ah, je pensais que c'était sur cette réponse-là. Parce que je pense, mais on en a parlé déjà, l'expérience des chatbots, effectivement, peut être perturbante puisque le chatbot… Oui, pardon, je vais répondre à ça. Une voix d'expert. Hein. Je pense que ce qui est perturbant, c'est qu'effectivement, on peut simuler une voix d'expert. Hein.
si on a envie d'avoir un expert masculin, féminin ou autre. Je peux rajouter quelque chose, si vous voulez, qui va dans ce sens-là, sur les chatbots. Donc, il y a un grand sujet actuellement qui sont les soft skills, comme vous avez dit tout à l'heure, je ne sais plus qui en a parlé, qui sont en fait de rendre plus humaine, entre guillemets, la relation qu'on va avoir avec ces machines. Alors, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que c'est une facilitation. La machine va essayer de comprendre vos intentions, votre attention, en plus de ce que vous dites, en fait. Comment vous le dites et comment vous interagissez avec elle. Et c'est le sujet de mes recherches. C'est pas très robuste comme technologie. Si on a du 70% de bonne détection, ça veut dire qu'on a 30% d'erreurs. Donc, je vous laisse admirer ce qu'on peut faire avec ça. C'est-à-dire que c'est pas bien évalué, il n'y a pas de benchmark. Et donc, il faut faire attention à tous ces systèmes-là qu'on essaie de faire en recherche qui vont apporter du lien. Alors, derrière, ça va faciliter la relation, donc ça c'est bien, mais moi je suis d'accord avec cela, on facilitera la relation si derrière on fait en synthèse une machine qui dit qu'elle est une machine. Quand elle se prend pour un humain, là la confusion est terrible. Alors justement, dans l'interaction avec les humains, la question suivante, donc, puisque vous vouliez y répondre aussi, elle est intéressante, on est toujours dans la relation, dans l'interface avec les IA, c'est intéressant. Même si, à vrai dire, cette question, elle n'est pas seulement dans l'interaction. On ne parle pas là des chatbots, mais est-ce qu'on peut anticiper les impacts de décision sur les réactions des électeurs? Oui, alors merci Jean-Guy Devezot de poser cette question. Les statistiques sont déjà très utilisées en politique. Il y a eu un changement de paradigme il y a là un petit bout de temps. Donc, on utilise des statistiques pour modifier des pratiques en politique, effectivement. Mais je dirais qu'il faut aller plus… Enfin, le sujet pour moi, ce ne sont pas seulement les électeurs français, c'est d'avoir une compréhension pour pouvoir anticiper à certains niveaux sur la santé, l'écologie, les grands mouvements planétaires, enfin, ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et pour cela, il faut mutualiser des données au niveau international. Donc là, je dépasse encore le cadre qui était peut-être que le cadre national dont vous vouliez parler. Mais en tout cas, c'est déjà utilisé grandement. Et le nudge que j'ai utilisé moi dans des recherches, c'est-à-dire l'incitation à faire, l'incitation à vous faire changer d'opinion, ce qu'on a vu à travers ce que faisait Trump et qu'avait initié Obama, d'ailleurs, dans des stratégies de contact personnalisé des différents électeurs, ont montré qu'on pouvait faire changer d'avis des gens et effectivement faire modifier les décisions des électeurs. Moi, j'aimerais bien revenir rapidement sur cette question parce que je me demande si, tout comme nous dans notre article, on a montré que l'utilisation de techniques de machine learning modifie le droit pénal, je pense aussi que cette question, elle pose une question sur la modification de qu'est-ce que c'est que la politique? Parce qu'il demande, en gros, si les politiciens devraient prendre des décisions en fonction de l'opinion publique. Mais est-ce que le politicien doit s'adapter de manière louvoyante à l'opinion? Ou est-ce que le politicien est quand même censé savoir où est-ce qu'il veut aller? J'espérerais que ce serait ça. Et du coup, pour moi, c'est aussi une modification de la vision qu'on a. Non, mais c'est vrai. Ça veut dire que c'est quoi la politique si on s'adapte au fur et à mesure à l'opinion? Ça, c'est du clientélisme populiste qu'on a vu aussi. Alors, on va passer à la question suivante pour éviter de se lancer dans le grand débat du populisme. C'est un autre sujet. On a déjà l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Alors, les intelligences humaines sont très compliquées, on le sait. Alors, la question suivante, c'est les emplois. Alors, j'aurais espéré avoir Selma Benhamou. Je voudrais y répondre partiellement. Je crois qu'on arrive à la fin des questions. Et ensuite, je voudrais donner la parole à quelqu'un de l'industrie, puisqu'il travaille dans le privé, donc ce sera Johan Amsterdamer. Cette question, on me la pose très régulièrement parce que je suis directeur d'un centre de robotique. Et alors, quand ce n'est pas l'IA, c'est la robotique qui fait disparaître les emplois. Et je voudrais y répondre par une boutade, qui est une vieille boutade américaine, qui est le coût de l'éducation. On sait qu'on accorde des prêts aux États-Unis. Et donc, il y a une boutade qui dit les gens qui se plaignent du coût de l'éducation et les gens qui disent est-ce que vous connaissez le coût de la non-éducation? En clair, est-ce que vous préférez avoir un prêt et avoir un diplôme d'ingénieur, par exemple de l'école des mines de Paris, très bonne école, à la limite en empruntant de l'argent pour pouvoir financer vos études, ou est-ce que vous préférez être dans des emplois non qualifiés? La réponse, à mon avis, elle va être rapide. Et en fait, elle est quasiment du même ordre, c'est-à-dire que oui, il y a des emplois qui vont disparaître, mais si on ne développe pas nos propres compétences en robotique ou en IA, en fait, on perdra tout, c'est-à-dire on perdra les emplois de l'IA et les emplois non IA. Et juste pour rappeler sur la robotique, les Français ont été excessivement réticents à introduire des robots dans leurs usines.
Et ceux qui en ont introduit le plus, c'est l'Allemagne. Et aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui a le plus d'emplois industriels et la France qui en a le moins. Et le nombre d'emplois industriels sont directement liés au nombre de robots. Et donc, sans répondre directement à la question, une partie est que, de toute façon, si on ne le fait pas, c'est d'autres qui le feront. Les emplois seront perdus en France, mais par contre, on ne créera pas les nouveaux emplois. Et donc, c'est de ce niveau-là. L'autre partie de la réponse, elle est historique. L'agriculture formait 90% de la population il y a 2 siècles, à peu près. Donc, on a détruit 90% des emplois. Et pourtant, l'agriculture n'est pas un enjeu dans le chômage aujourd'hui. L'agriculture manque de bras, c'est vrai, mais c'était vrai il y a très longtemps, en fait. C'est plus vrai du tout aujourd'hui. Voilà. Donc, Johan, par exemple, sur la création d'emplois vis-à-vis de l'IA, la destruction d'emplois, est-ce que du point de vue de l'industrie, est-ce qu'on pourrait avoir un complément? Écoute, moi, en réalité, je suis 100% aligné avec ce que tu viens de dire, d'autant plus que dans le secteur dans lequel je suis, c'est jusqu'à présent un secteur qui était en croissance, donc il n'y avait pas de sujet de réduction d'emplois, parce qu'en plus, dans un secteur qui est plutôt financé par le public, et où les transformations, l'accompagnement et la formation sont quand même un axe fort de la transformation des métiers. J'en ai parlé pour la partie métro automatique, qui a été vraiment un grand changement, sans suppression d'emplois. Donc, je suis assez d'accord avec toi. En réalité, ça offre de nouveaux potentiels qui permettent de répondre aux enjeux du marché, aux enjeux des clients. Donc, on est obligé d'y aller, sinon, en gros, on va se faire prendre des parts de marché. Et encore une fois, je pense que ça crée une richesse, en fait, des interactions entre différents métiers qui ne l'étaient pas forcément avant. Et du coup, ça offre des possibles parcours de carrière qui n'étaient pas accessibles jusqu'à présent. Voilà. Des exploitants, des opérationnels qui doivent comprendre les enjeux des données, qui doivent mieux qualifier, caractériser leurs données, c'est aussi une capacité pour eux à toucher à d'autres secteurs, à d'autres problématiques que leurs tâches quotidiennes. Donc, voilà, je n'apporte pas forcément de nouvel angle à ce que tu dis, mais je l'ai observé. Pour l'instant, c'est pas des conclusions négatives, au contraire, quoi. Je pense également que ça peut permettre qu'il y ait une translation au niveau des métiers. Et donc, si on adopte une perspective de complémentarité, notamment si on prend l'exemple des conseillers bancaires qui accordent des prêts, il y a une partie de ce travail qui n'est pas modélisable. Et donc, dans la perspective de complémentarité entre l'humain et la machine, il y a nécessairement, effectivement, il y a le métier qui change, mais le métier ne disparaît pas complètement. Et donc, si on prend cette perspective-là, en termes de quantité, il y a nécessairement plus de jobs qui sont créés ou inventés que d'emplois qui disparaissent réellement. Je vais me permettre d'illustrer un petit peu cet exemple en fait, de conseiller bancaire, parce que c'est déjà des choses en fait, où on dit on va utiliser de l'IA, etc. Et c'est un truc vraiment... C'est dans une grande banque française qui développe des outils d'IA et qui à la fois dit voici votre truc, une grosse boîte noire pour donner ou pas le prêt. Donc c'est la boîte noire qui dit vous donnez ou vous ne donnez pas le prêt. Mais par contre, il va falloir faire preuve de pédagogie envers votre client pour lui expliquer pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu son prêt. Mais on vous a donné une boîte noire. Donc, dans cet aspect de transformation, il faut aussi voir la transformation. Elle ne va pas forcément être super agréable pour tout le monde et même pour finalement des gens qui ont fait des études et qui ne se sentaient pas trop persécutés par l'IA. Les radiologues aussi, on pourrait parler d'eux. La deuxième chose en termes de transformation, c'est ce qui s'est passé. Avec l'automatisation, on a enlevé tous les dossiers compliqués pour les banquiers. Tout était automatisé, etc. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pour les dossiers faciles, c'était traité par la machine. Qu'est-ce qui arrive à la fin? C'est le banquier, il se retrouve qu'avec des tâches lourdes. Il n'a plus ce petit dossier pour changer un peu l'idée, pour se sentir un peu la win, pour sentir mieux, etc. Il se retrouve qu'avec des dossiers béton qu'il aura du mal à boucler. Il n'a plus ses instants de respiration. Donc, il faut aussi comprendre dans cette transformation du métier, ce n'est pas seulement les compétences, mais ça va être aussi la façon d'interagir socialement. Très bien, merci. Je crois que Laurence voulait apporter un complément. Sur les métiers, moi je suis outrée en ce moment sur l'utilisation de technologies de détection des émotions et des intentions dans le recrutement.
C'est-à-dire qu'on fait passer des interactions orales dans nos pays, faciales si on va en Australie. On en déduit des comportements et des appétences, des soft skills, si vous voulez. Et derrière, on fait un ranking, c'est-à-dire on va mettre les dossiers dans un certain ordre. Quelle est la vérification du fait qu'on a le droit de refuser, par exemple, ce traitement, le consentement éclairé? On ne sait pas. Quels sont les principes utilisés et est-ce qu'on est sûr que les recruteurs vont quand même étudier le dossier de la même façon? On ne sait pas. Quels sont les critères? Et si mon fils a un cheveu sur la langue, est-ce qu'il est justement dans la poubelle directement de son dossier ou bien est-ce qu'il aura une chance de passer aussi? Donc pour nos enfants. Ou un mauvais accent, vraiment, enfin oui. Clairement. Vraiment, ou un accent étranger, etc. Donc attention, parce que, alors je décris un peu tout ça là-dedans, hein, j'en ai pas parlé tout à l'heure, les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité, l'éthique, dans tout ça, c'est sur les abus, il me semble, les lignes rouges à mettre, et bien entendu aussi expliquer ce que sont vraiment les compétences de ces systèmes d'IA qui sont effectivement très bluffants. Merci beaucoup. Alors, avant d'aller vers éventuellement d'autres questions, je me retourne vers François sur la maîtrise du temps, parce que je crois qu'on est en train de dépasser. Hein. Oui, il y a un peu plusieurs contraintes, donc ce serait bien peut-être si tu pouvais dire quelques mots de conclusion, Arnaud, et de cette table ronde très riche. D'accord. Très bien, François. Alors, d'abord, je vais présenter mes excuses pour ceux qui ont posé d'autres questions auxquelles le panel ne pourra pas répondre. On voit quand même que le spectre des questions est très large. En fait, les questions sont quand même aujourd'hui essentiellement tournées. J'avais dit qu'on avait trois voies qui étaient la confrontation, la substitution, la collaboration, qui étaient dans les sous-titres du numéro, et que la substitution est celle qui entraîne le plus de questions et d'angoisse, puisque il s'agit du travail de tout un chacun. Et je pense qu'en conclusion, on peut voir sur tous les exemples qui nous ont été donnés que, l'État se mobilise et que beaucoup de branches se mobilisent, soit pour organiser au niveau de l'État français la branche IA, France Stratégie s'y intéresse, il y a eu de multiples rapports, que les entreprises privées s'en saisissent, alors que ça peut paraître très technique, mais ça nous concerne dans la vie de tous les jours. Il s'agit en fait simplement que la RATP fonctionne tous les jours au mieux. Donc, c'est quand même quelque chose qui nous touche. J'ai été aussi touché par le mot de Laurence de Villers qui dit la bioéthique, c'est la naissance, la mort et les maladies. Bon, on n'espère pas que ça quand même. Se maintenir en bonne santé aussi, mais que le numérique en général et l'IA en particulier, c'est la vie de tous les jours. Là, on le voit, on l'a vu aujourd'hui. Alors, le pénal, on espère que ce n'est pas la vie de tous les jours, mais c'est quand même, comme la bioéthique, très important. Et on voit que l'IA, elle est présente à tous les niveaux, dans les prêts bancaires, dans la conversation que j'ai avec les ordinateurs, dans l'industrie, dans le travail que j'aurai demain. Et donc, demain, il faudra probablement savoir s'adapter à ces machines. Et c'était un peu le but de ce numéro, de démontrer qu'en fait, c'est tout un nouvel horizon. Donc, je vais renvoyer les auditeurs au numéro dans lequel il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, j'ai découvert énormément de choses. J'avais beau savoir des choses sur l'IA. J'en ai découvert beaucoup d'autres parce qu'il y a de nombreux prismes. Et ce qui est intéressant, ce qui a été très intéressant dans ce numéro, et donc je voudrais terminer en remerciant François Valérian et Jean-Pierre Derderol pour tout leur travail éditorial qui est considérable et d'avoir permis de faire ce numéro. Et enfin, dernier mot, je voudrais remercier Alexia qui a été très discrète, mais sans laquelle, en fait, à peu près rien ne se ferait pour de vrai. Et donc, dans la réalisation, je voudrais la remercier pour son énorme travail souterrain qui a permis d'aboutir à ce soir. Et sur ce, je voudrais souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Oui, merci tout le monde. Tout le monde a été très réactif. Je remercie vraiment tout le monde. Tu m'as précédé, Arnaud, dans les remerciements à Alexia Kappelmann, donc notre secrétaire générale adjointe de rédaction, qui a rejoint l'équipe en septembre dernier et qui, entre autres activités, donc s'occupe de la série des enjeux numériques, donc le travail éditorial. C'est elle qui l'a accompli. C'est elle aussi qui a organisé cette première table ronde virtuelle des Annales des Mines. Il y en aura d'autres. À l'apogée de notre table ronde, nous étions un peu plus de 100, nous étions 105 ou 106. Donc, merci beaucoup, Arnaud, pour tout ce que tu as fait pour ce numéro et cette table ronde. Merci à
à Salima Benamou, Johanna Amsterdaman, Laurence de Villers, Iman Bello, Élise Berlinski et Arthur Gaudron pour leurs articles et leur participation à cette table ronde. Merci aussi à l'Institut Mines Télécom, qui est le partenaire du Conseil général de l'économie dans la publication des Annales des mines depuis déjà un bon nombre d'années et qui continue de l'être. Et donc, eh bien voilà, bonne soirée. Merci à toutes et à tous. Et le numéro est disponible sur le site des Annales et Alexia vous a donné le lien dans le chat. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci Bonne soirée. Au revoir.